Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 8 février. Liberté, égalité, parité. Les députés votent le principe selon lequel les enfants pourraient porter le nom de leur père, de leur mère ou des deux. L'épargne salariale va entrer en vigueur. La loi permet aux salariés de se constituer une épargne en partie financée par les employeurs. Témoignage accusateur d'un gradé de l'armée algérienne dans un livre intitulé La sale guerre. Il raconte le désespoir des soldats contraints à des actes barbares. Du cinéma en ouverture du Festival du film de Berlin, Stalingrad du français Jean-Jacques Hano. Et puis 2 médailles pour les Français en 24 heures au championnat du monde en Autriche. Après l'argent pour Estelle Sayoni, le bronze pour Frédéric Covilly. La deuxième partie de cette édition consacrée à la campagne des municipales, nous évoquerons la situation à Dijon et les programmes des candidats à Paris. Et puis je recevrai en direct Bertrand Delanoë, tête de liste de la gauche. Une proposition de loi du député socialiste Gérard Gouze a été adoptée à la quasi-unanimité. Et c'est une sorte de petite révolution. Les députés souhaitent permettre aux enfants de porter le nom du père, le nom de la mère ou les deux dans leur ordre de préférence. Explication Sophie Mézel et Christian Gallet. Cela faisait des siècles en France que les choses étaient acquises. Les femmes donnaient la vie, les hommes donnaient leur nom, une tradition patriarcale que l'on ne songeait pas en ces temps-là remettre en cause. La proposition de loi Gouze est un chambardement radical, puisque demain les parents pourront transmettre à leurs enfants soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit encore les deux noms accolés, dans un sens ou dans l'autre. Et si les parents n'étaient pas d'accord, ce serait l'ordre alphabétique qui prévaudrait. Seule limite, que les enfants de même père et de même mère portent tous le même nom, histoire de ne pas semer la confusion dans la fratrie. À la deuxième génération, pas question évidemment de composer avec 4 noms de famille différents. Chaque parent ne pourra transmettre à son tour qu'un seul nom, mais celui de son choix. Selon Gérard Gouze, rapporteur de la loi, il s'agit avant tout de combattre l'une des dernières discriminations sexistes. C'est une logique égalitaire, parce que je crois que nous sommes au XXIe siècle, il faut moderniser nos institutions. Je crois qu'aujourd'hui les femmes comme les hommes ont les mêmes droits et c'est normal et tout le monde le comprend, les jeunes le comprennent. Alors la femme presque l'égale de l'homme, c'est peut-être pour bientôt, même si évidemment au passage, c'est l'image forte du mâle, le chef de famille, qui risque d'en pâtir. Bien sûr, dans l'application du texte, les conséquences restent à mesurer concrètement. Mais cette réforme des noms, qui pourrait aboutir d'ici juin 2002, n'est pas seulement une modernité juridique, elle est aussi un vrai changement de la conception de la famille et de l'égalité homme-femme, ce qui suscite quelques craintes. Reportage Anne Guéry avec Pierre Moscovitch. Décidément, la tradition a la peau dure. C'est la mère qui donne la vie, au père d'offrir son nom. Test rapide dans une maternité. Je m'appelle Virginie Bonneau, épouse Jacob Berger. Je m'appelle monsieur Thibaut Jacob-Berger. C'est ton fils? C'est mon fils, donc c'est la lignée. Et voilà, pas de surprise. Pour le petit, ce sera le nom du père. C'est une tradition. Je crois que dans un pays, il faut un certain nombre de valeurs. Le nom est déjà donné, c'est le nom de monsieur. Et j'en suis fortement ravie et fière. Difficile de bousculer les traditions, même pour les professionnels qui s'affrontent sur la question. Pour certains psychanalystes, transmettre le nom des deux parents sera une chance d'affirmer les deux filiations, mais pour d'autres, cela présente un risque, celui de renforcer le matriarcat au détriment de la filiation paternelle. Le pouvoir qui vient de la gestation, ce pouvoir-là devient encore plus considérable. C'est-à-dire que les mères paraîtront comme les individus ayant tout pouvoir sur leurs enfants. Pour cette avocate, habituée aux joutes parentales lors des divorces, transmettre un double nom n'est pas un problème. C'est plutôt le choix offert aux parents de donner l'un ou l'autre nom qui risque, selon elle, de raviver la guerre des sexes. Il y a déjà suffisamment de raisons de se disputer dans un couple sans avoir besoin de se disputer au sujet de l'enfant. Puis il y a un problème qui est plus profond, c'est que je crois que le choix de transmettre à l'enfant le nom de la mère n'est pas anodin. Et si les enfants avaient dans ce débat leur mot à dire, que diraient-ils? Je pense que c'est plus simple avec qu'un seul nom, avec le nom du père. Pour en fait, comme ça a toujours été comme ça, il faut toujours rester simple. Rester simple, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît pour les adultes. D'ores et déjà, nombreux sont ceux qui demandent l'ouverture d'un débat plus vaste avant l'adoption de la loi, un débat peut-être pour mieux définir quel est réellement l'intérêt de l'enfant.
En fait, cette proposition de loi ne fait que mettre en conformité la France avec la jurisprudence européenne des droits de l'homme qui condamne toute discrimination fondée sur le sexe. D'ailleurs, la France était très isolée jusqu'à présent sur ce sujet, comme le raconte Gérard Grisbeck, quelques exemples étrangers à l'appui. Heureux les petits Suédois qui, jusqu'à l'âge de 18 ans, peuvent décider de changer le nom que leur a donné leurs parents. Ils ont même droit à l'erreur puisqu'ils peuvent changer de nom plusieurs fois, mais attention, à 18 ans, c'est pour de bon. À la Maison des étudiants suédois à Paris, on nous confirme tout cela. Il est vrai qu'en Suède, la femme est depuis longtemps l'égale de l'homme. En Suède, les femmes sont vraiment en égalité avec les hommes. Alors, elles travaillent très souvent, elles gagnent leur propre salaire, elles sont tout à fait en égalité, elles sont très indépendantes. Et il n'y a pas de raison pourquoi elles devraient choisir le nom de son mari, je pense. Encore plus libéral l'Angleterre, il n'y a pas de loi et on peut tout faire, porter le nom du père ou de la mère, mais pas seulement, on peut choisir n'importe quel autre nom, avis au Shakespeare ou pourquoi pas au Jeanne d'Arc. En Allemagne, la loi est plus traditionnelle. En Espagne, les noms sont très longs puisque l'on ajoute celui de la mère à celui du père. Quant aux Portugais, pour bien souligner leur rivalité avec les Espagnols, ils font exactement le contraire. Première réunion du comité national contre la violence scolaire. Les établissements de la région parisienne sont particulièrement touchés. Ainsi au collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement à Paris, où les actes d'incivilité et les agressions ont augmenté depuis 2 semaines. Les parents d'élèves mènent une grève. Reportage Nabila Tabouri, Marie Cazot et Daniel Lévy. La première impression n'est pas forcément la bonne. Certes, les murs sont propres, le plafond parsemé d'étoiles, mais l'architecture de ce collège n'est absolument pas adaptée à l'accueil de 825 élèves pleins de vie. L'escalier central là, qui monte d'une volée droite jusqu'au 2e étage a tout de suite été interdit à la descente parce que dès l'installation faite en 93, il y avait eu des profs qui s'étaient tordu la cheville, un élève qui s'était cassé une jambe, donc ça avait été tout de suite interdit parce qu'il était dangereux en descente. Escaliers de la mort, couloirs exigus où les plus petits se font piétiner aux interclasses. À Georges Brassens, on compte 5 élèves au mètre carré. Une situation explosive que les enseignants ne supportent plus. Tous ensemble? Oui. En grève depuis 2 semaines, les enseignants soutenus par les parents dénoncent les classes surchargées et l'augmentation des actes d'incivilité. Ils ne cachent plus leur découragement. Ils arrivent dans la classe déjà dans une situation de stress, de tension qui est palpable, physiquement palpable. Alors nous, là-dessus, quand on veut leur parler de Louis XIV, de la Révolution française ou de la situation de l'économie allemande, c'est un peu dérisoire pour eux, bien sûr. Nous aussi, on dit, nos enfants ne peuvent plus étudier dans ces conditions-là. C'est pas normal qu'ils subissent ça. Et avec les enseignants, on dit, on arrête tout jusqu'à ce qu'on nous propose quelque chose. Le collège Georges Brassens n'est pas une exception. Les académies de Paris, Créteil, mais surtout Versailles sont également au bord de l'implosion. Pour lutter contre la violence dans un établissement scolaire, il faut une équipe extrêmement stable, extrêmement motivée, avec les moyens suffisants. Or, ce dont on se rend compte le plus souvent actuellement, c'est que les établissements les plus en danger sont les établissements où les enseignants, le personnel administratif, etc. changent tous les ans. Les syndicats aussi se mobilisent. Le SNES, majoritaire dans le second degré, réclame à Lionel Jospin des assises nationales sur la violence à l'école. Le système de l'épargne salariale va pouvoir entrer en vigueur. Le projet a été adopté par le Parlement. Ce texte prévoit la création dans les entreprises de plans partenariaux d'épargne salariale volontaire abondés par les employeurs. Explication David Boéry. Investir en bourse pour ses vieux jours dans le cadre de son entreprise. Avec cette nouvelle loi, tous les salariés y auront droit en souscrivant un plan d'épargne salariale. Le plan est créé par les partenaires sociaux. Chaque salarié de l'entreprise choisit librement d'y adhérer. Il peut verser jusqu'à 25% de son revenu annuel, mais pour chaque franc versé, l'employeur peut tripler la mise. Ce pot commun est ensuite investi en bourse. Les fonds sont bloqués pendant au moins 10 ans. Le salarié récupère alors son épargne sous forme de capital, car la loi exclut le versement d'une rente. Pour ne pas pénaliser les plus petites entreprises, la loi Fabius leur permet de se regrouper par branche d'activité ou par lieu géographique. Les partenaires sociaux négocient alors un plan d'épargne inter-entreprise, un plan commun qui permet à tous leurs salariés d'épargner.
Dans tous les cas, la performance de ces nouveaux plans d'épargne n'est pas garantie. Elle dépendra de l'évolution des marchés financiers. Demain, les partenaires sociaux se retrouvent pour débattre du système des retraites complémentaires. Les syndicats vont demander au MEDEF de continuer à financer le système des retraites complémentaires, ce que refuse a priori M. Seyer. Et les syndicats ne se font donc guère d'illusions. Et les salariés qui partent en retraite ne cachent pas, eux, leur inquiétude, à l'exemple de ce jeune pré-retraité de chez Renault. Voyez le reportage de Séverine Lebrun avec Bernard Connor. Gilbert Alves a bien des raisons de fanfaronner. Il fête aujourd'hui son départ en pré-retraite après avoir travaillé pendant près de 32 ans comme technicien chez Renault. À 57 ans, tout juste, il savoure sa nouvelle liberté. C'est très agréable. En fait, le temps libre, on espère l'avoir rapidement. Il arrive et ensuite c'est vraiment l'opulence, je dirais. L'opulence. Pour profiter du temps libre, il faut en avoir les moyens. Une menace pèse aujourd'hui sur l'ASF, la structure qui finance les retraites complémentaires de 60 à 65 ans. Gilbert a fait ses calculs. Si un accord n'est pas conclu entre patronat et syndicats, sa future pension ne sera pas épargnée. Si l'ASF saute, il y a 22% de moins qui entre dans la poche du salarié, enfin du retraité. Et 22%, eh bien, pour moi, ça représente près de 1000 francs par mois. Mais Gilbert sait qu'il n'a pas à se plaindre par rapport à certains collègues. Lui a fini à une bonne place, il touchera une retraite d'environ 14 000 francs dans 3 ans. De quoi continuer à pratiquer à haute dose son sport favori. Oh, on va faire une petite heure tranquille. Il fait même de la compétition. Alors, pour en profiter au maximum, il a cessé le travail dès qu'il en a eu l'occasion. Depuis qu'on parle de pré-retraite ou de retraite anticipée, dès qu'on a pu traiter mon cas, je me suis inscrit dans les départs. En fait, j'ai saisi l'opportunité. Et donc, je suis très jeune, 57 ans, on peut partir et beaucoup s'amuser pendant pas mal d'années. Alors, allonger la durée du travail, comme le propose le patronat, Gilbert ne veut pas en entendre parler. Pour lui, comme pour la plupart de ses collègues, la retraite n'aurait aucun intérêt si elle ne permettait pas de jouir le plus longtemps possible de sa bonne condition physique. Moins de 48 heures après sa victoire électorale, Ariel Sharon, confronté à un premier acte terroriste. Une voiture piégée a explosé dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. On a évité le pire, il n'y aurait qu'un seul blessé. Correspondant Charles Anderlin avec Alain Grégo. La voiture piégée stationnait dans un quartier religieux à quelques dizaines de mètres d'une école talmudique où se trouvaient plus de 1000 étudiants. C'est donc une chance extraordinaire si dans l'explosion très puissante, seule une femme a été très légèrement blessée. Un hasard que l'on attribue ici à la volonté divine. La Torah nous protège dans les quartiers orthodoxes. Ici, c'est le deuxième attentat qui ne fait pas de victimes. Ariel Sharon, lui, a une vision plus terre-à-terre. Dans la lettre que j'ai envoyée, dit-il à M. Arafat, j'écris qu'Israël veut poursuivre le processus de paix, mais que cela dépend entièrement de l'arrêt total des actes de violence. L'attentat a été revendiqué par une organisation inconnue, le groupe des martyrs de Sabra et Shatila. À Gaza et en Cisjordanie, les mouvements islamistes ont promis de renforcer leurs attaques contre Israël. Depuis 8 ans en Algérie, c'est une sale guerre. C'est un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne qui le dit et qui l'écrit dans ce livre publié aux éditions de La Découverte. J'ai vu des collègues brûler vif un enfant de 15 ans. C'est l'un des terribles actes de cette sale guerre raconté par ce militaire, aujourd'hui réfugié en France. Reportage Jérôme Bonny. Le lieutenant Habib Souaïdia, c'est un destin brisé. Il rêvait de servir l'Algérie, mais s'est trouvé embarqué dans ce qu'il appelle la sale guerre. Aujourd'hui, réfugié politique en France, il veut témoigner avec l'obsession de nous convaincre de sa sincérité. Il nous montre son livret militaire, ses ordres de mission qui couvraient un objectif prioritaire, terroriser et liquider tous les sympathisants des islamistes. À plusieurs reprises, j'ai participé, j'ai pas exécuté, mais j'étais là, j'ai vu, je suis autant que les autres complices. Le lieutenant Souaïdia est engagé dans une lutte à mort entre le pouvoir et les groupes islamistes armés. Début 92, il est dans les forces spéciales quand le processus électoral qui va porter au pouvoir le Front islamique du salut est interrompu. Début 93, il est affecté à l'Ardaria, un fief de la guérilla, où commence ce qu'il décrit comme une descente aux enfers. Dans ses gorges, chaque arbre peut cacher un danger, chaque civil, aux yeux des militaires, est un complice des terroristes. Ce n'est pas à des hommes en armes qu'Habib va faire la guerre, mais à toute une population.
On fait des arrestations illégales et on les emmène dans cette villa où il y en a des cellules déjà qui ont été tout le temps, ils étaient tout le temps là dans cette villa coloniale, des petites cellules et on les emmène, on les déshabille, on les met complètement à poil et puis c'est la torture pendant des jours et ça arrive jusqu'à des mois quoi. Et après c'est liquidation. Aucun des hommes qu'Habib a vu torturer ne sortira vivant de cette ancienne villa coloniale où est basé son 25e régiment de reconnaissance. Une centaine d'habitants de la région y périront. Habib n'oubliera jamais le sort d'un jeune vendeur de cigarettes brûlé vif sous ses yeux. Il disait sur lui qu'il était qu'il aide les groupes terroristes il les aide et qu'il leur donnait des renseignements sur les patrouilles qui passent, sur les policiers, sur je sais pas quoi. Et même s'il a fait ça, on n'a pas le droit de brûler un gosse de 15 ans vif comme ça et le jeter dans une poubelle. Des exécutions commises par la sécurité militaire sur ordre de généraux qui sont encore en place. Aujourd'hui, le lieutenant Souaïdia a vu trop d'horreur pour retrouver le cours d'une vie normale. Parler le soulage un peu, mais il voudrait surtout que justice soit faite. Ce soir, à Chicago, s'achève la 8e conférence internationale sur les rétrovirus. C'est l'événement scientifique le plus important en matière de recherche sur le sida. Confirmation, les trithérapies montrent leurs limites et les conduites à risque reprennent. Reportage de notre envoyé spécial à Chicago, Jean-Daniel Flézaquier. On appelle cela un cocktail thérapeutique, une combinaison de médicaments destinés à lutter contre un ennemi terrible, le virus VIH, l'agent du sida. Depuis 1996, ces produits ont sauvé des milliers de patients. Mais avec le temps, le virus commence à leur résister et surtout, ces médicaments ont de graves effets secondaires qui imposent parfois de cesser de les utiliser. À la conférence de Chicago, les chercheurs ont tenté de trouver des moyens pour aider leurs malades. Première voie envisagée, renforcer les défenses naturelles des personnes traitées. Une substance, l'interleukine 2, peut théoriquement jouer ce rôle. On va donc bientôt étudier ses effets sur quelques milliers de volontaires. Ça permet d'augmenter les cellules qui naturellement défendent l'organisme et on espère que ça va aussi augmenter les cellules qui spécifiquement vont lutter contre le virus. Mais on cherche aussi de nouvelles voies pour attaquer le virus. Pour se reproduire, celui-ci doit infecter des cellules. Il s'amarre à sa cible par un premier récepteur appelé CD4, puis par un second, le CCR5. Une fois accroché, il va harponner la surface de la cellule pour l'ouvrir et fusionner avec elle. Il n'a plus qu'à laisser passer son programme génétique et à l'envoyer s'incorporer à celui de la cellule infectée. Au total, les cellules d'une personne contaminée fabriqueront jusqu'à 1 milliard de nouveaux virus par jour. L'une des voies de recherche est donc de bloquer l'amarrage et la fusion du virus avec la cellule. L'important, c'est de le bloquer. Or, il se trouve qu'on comprend suffisamment bien maintenant comment le virus entre dans la cellule pour pouvoir intelligemment développer des molécules qui permettent de stopper cette étape. La mauvaise nouvelle, c'est la confirmation que les conduites à risque ne cessent d'augmenter. Des études faites en France, aux États-Unis et aux Pays-Bas montrent que, notamment parmi la communauté homosexuelle masculine, la prévention recule. Le virus du sida a donc, hélas, encore de très beaux jours devant lui. Le président Jacques Chirac a pris position contre l'autorisation du clonage thérapeutique. Il se démarque ainsi du vote très controversé, très partagé, annoncé hier du Comité national d'éthique autorisant ce clonage thérapeutique. Une grosse saisie d'héroïne près de Lyon. Les douaniers ont intercepté un camping-car au péage autoroutier de Villefranche-sur-Saône. À l'intérieur, de la drogue en provenance de Turquie. Plus de 67 kilos d'héroïne. Le deuxième sommet mondial contre le cancer qui se tiendra demain à l'UNESCO à Paris est déjà très critique à l'égard de la France. Inertie du gouvernement, manque d'effectifs, désaffection des spécialistes et puis parfois l'actualité apporte une histoire bien édifiante. L'histoire de cette femme atteinte d'un cancer qui fut licenciée de son emploi à la Poste, à Rouen, pour avoir refusé de partager son bureau avec des fumeurs. Reportage Éléonore Guay, Rémi Poissonnier. 1 an et demi sans travail, un cancer qui rechute. Depuis son licenciement pour faute grave en octobre 1999, Nadine tente de faire face. Promue assistante commerciale à la Poste de Rouen, elle n'a pas supporté que ses nouveaux collègues fument au bureau. À peine remise d'un cancer, elle le leur a fait remarquer. Je pensais au moins qu'on allait avoir pitié de moi, qu'on allait dire bon, elle a été malade, donc on va respecter sa personne. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait, c'est le contraire. Ça a été des ricanements, ça a été vraiment des gens qui me disaient des méchancetés, pas possible. Et c'est vrai que j'ai paniqué. Seule contre tous, c'est la phrase qu'elle placarde alors sur les murs de la Poste. Pour la direction, c'est la première faute de Nadine. La seconde, c'est d'avoir critiqué sa hiérarchie.
Mais son licenciement n'aurait rien à voir avec l'application de la loi Evin. La Poste respecte les lois et en plus, elle ne va pas s'amuser à licencier des salariés qui se plaignent du non-respect de la loi. Ce sera une aberration totale. Mais pour le syndicat Sud, Nadine a été victime d'un licenciement abusif et de harcèlement moral. Dès le début, on a tous les ingrédients. Hein. On isole la personne, on la dénigre, on la pousse à la faute. C'est tout à fait le harcèlement moral. Aujourd'hui, Nadine attend. Le tribunal de police déterminera jeudi prochain si la Poste a enfreint la loi Evin avant une seconde procédure devant les prud'hommes. José Bové au tribunal, il comparaissait avec d'autres militants de la Confédération paysanne à Montpellier pour avoir détruit des plants de riz transgéniques en juin 1999. L'occasion pour José Bové de dénoncer les OGM. 1 millier de personnes sont venues soutenir José Bové lors de sa comparution à Montpellier. Hier soir à Berlin pour l'ouverture du 51e Festival international du film. C'est le long métrage de Jean-Jacques Hano qui fut projeté. Le film s'appelle Stalingrad. Il est basé sur une histoire vraie et il a coûté quelques 90 millions d'euros. Notre correspondant Patrice Romden avec Robert Schramm était à la projection. Tapis rouge au cœur du nouveau Berlin, celui de Potsdamer Platz. C'est important le prestige de l'adresse lorsque l'on confesse vouloir rivaliser avec Cannes et Venise. C'est important pour aimanter les stars, pour avoir droit au sourire de Jacqueline Bisset ou pour attirer la crinière de Jean-Jacques Hano que tant d'honneurs perturbe. Il a failli en égarer sa compagne. Les honneurs mais aussi l'enjeu car Hano ouvre le festival avec Stalingrad. Stalingrad, Seconde Guerre mondiale, ils nous ont écrabouillés. Napoléon Ier a tenté sa chance avec les Russes. Hitler s'est cru plus malin et on a vu le résultat. Stalingrad, fin 42, début 43, une ville en confettis, 1 million de morts. Hitler voulait que la ville fût prise, Staline qu'elle fût conservée. Les Russes parviendront à encercler les Allemands qui subiront là leur première défaite, Stalingrad ou le tournant de la guerre. Cette grande histoire, Hano nous y plonge d'entrée avant de nous attirer vers la petite histoire. Surgit alors Khrouchtchev. On vient de lui donner une idée, celle de fabriquer des héros dont la propagande racontera les exploits pour remonter le moral des troupes. Et vous connaissez un héros dans le coin? Oui monsieur, j'en connais. Le héros c'est Vassili, un sniper qui descend un à un les commandants ennemis mais qui trouve en face de lui un autre sniper. L'un et l'autre, comme sniper, vont apprendre à se respecter. Et l'on se prend à croire que l'avenir du monde s'est peut-être joué le temps d'un duel de snipers. 2 hommes, 2 pions, manipulés par 2 régimes totalitaires. J'ai franchement l'impression d'avoir été neutre, mais on n'est jamais neutre. Je ne sais pas, mon cœur est allé probablement vers ces jeunes gens qui étaient mus par un idéal généreux, même si moi-même je n'ai jamais été proche des idéaux marxistes. Mais je dois reconnaître que j'ai plus de sympathie pour les gens qui ont pu croire à cet idéal fraternel et égalitaire qu'à ceux qui traitaient les autres de sous-hommes. Lors de la conférence de presse, un journaliste allemand se lèvera pour remercier Jean-Jacques Hano. Merci de nous avoir parlé de notre passé, dira-t-il. Merci de nous avoir montré comment nos parents aussi étaient morts à Stalingrad. Sport, ski au championnat du monde de St-Anton en Autriche. Hier soir, Christelle Sayoni a remporté la médaille d'argent du slalom. Mais une autre bonne surprise est arrivée aujourd'hui avec la médaille de bronze de Frédéric Covilly en slalom géant. Frédéric Covilly a 25 ans et c'est peut-être enfin la relève après l'épopée d'Éric Alphand. Reportage de nos envoyés spéciaux Florent Gautreau et Raymond Chaplard. C'est un médaillé de bronze inattendu, inespéré mais tellement important pour le ski français à 1 an des Jeux Olympiques. Frédéric Covilly a réussi une performance exceptionnelle dans le pays du ski roi et dans la discipline la plus respectée des spécialistes. Le slalom géant ne sourit qu'au skieur complet, rapide, technique et intelligent. Covilly, 6e de la première manche, réussit sous les yeux de l'entraîneur des Français. Un deuxième parcours offensif et décisif. En tête du classement provisoire, le skieur des Menuires termine finalement 3e, derrière 2 géants du géant, le Suisse von Gruningen et le Norvégien Omot. C'était assez difficile au départ de la deuxième, parce que bon, j'avais un petit peu peur, le tracé tournait, je me suis dit est-ce que ça va m'aller ou pas, et bon, j'ai envoyé comme un fou. C'est très difficile pour moi en ce moment-là, je suis très ému et ouais, c'est fabuleux.
Et que dire de l'affront fait à Hermann devant 60 000 spectateurs autrichiens. Pour 1/100 de seconde, Covilli éjecte Mayer du podium. L'entraîneur français félicité par ses homologues autrichiens, c'est le monde à l'envers et c'est peut-être le déclic que les skieurs français attendaient. Voilà, Covilli après Luc Alphand. En tennis, c'est peut-être aussi le début de la relève. Guy Forget, le capitaine de l'équipe de France, a choisi en simple pour le premier tour de la Coupe Davis, demain en Belgique, Arnaud Clément et Sébastien Grosjean plutôt que Cédric Pioline. Commentaire Christelle Bertrand avec Christian Leroux. La jeune garde prend les rênes de l'équipe de France. Arnaud Clément, après ses exploits en Australie, inaugure en Belgique sa première sélection et sa toute nouvelle place de numéro 1 français. À 23 ans, l'Aixois savoure sa récente notoriété sans en rajouter. Aujourd'hui, je suis un petit peu, je sais pas, limite curieux, quoi. Et je connais pas, donc je vais pas me mettre en avant parce que je connais pas. J'essaye de voir et de prendre les petits trucs à droite à gauche qui pourront m'aider. Sébastien Grosjean et Arnaud Clément sont inséparables. Tous les deux viennent du sud de la France, tous les deux ont eu le même entraîneur, alors forcément ça crée des liens, renforcés par leur nouveau statut. Pour une fois, Cédric Pioline est écarté des simples, les temps changent, même en équipe de France. La roue tourne, comme on dit, et puis il y a des jeunes qui arrivent et qui jouent bien, donc ce qui est bien et sain d'ailleurs pour l'avenir, donc de voir qu'il y ait d'autres joueurs que moi qui puissent bien jouer. Et les résultats sont du côté des jeunes. Grosjean vient de disputer la demi-finale de l'Open d'Australie, battu par son ami Clément. Pour ce premier tour de Coupe Davis, Guy Forget privilégie la performance à l'expérience. Par rapport à un garçon comme Cédric, je suis sûr que c'est très stimulant pour lui d'avoir des gars comme ça qui le chatouillent et qui sont en train de vouloir passer devant. Je crois que c'est très bon pour la suite justement de cette épreuve. Contre les Belges, l'équipe de France s'offre un bain de jouvence. Fort de leurs derniers résultats, les Benjamins n'ont pas l'intention de s'endormir sur leur laurier. Et puis en football, un nouvel entraîneur s'en va, c'est Roland Courbis. Il a démissionné de son poste d'entraîneur du Racing Club de Lens après la défaite de son équipe sur le terrain de Strasbourg. La politique et la campagne pour les élections municipales et cantonales des 11 et 18 mars prochains, avec tout d'abord un sondage Ipsos vis-à-vis Le Point Europe 1 France 2, sondage concernant Dijon. Au premier tour, la liste RPR UDF Démocratie Libérale devance de peu la liste de la gauche plurielle, et puis vous allez voir les résultats des autres listes, tandis qu'au second tour, Jean-François Bazin, RPR UDF DL devant François Rebesman, PS PC Vert 52-48, les voix de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ne modifient pas beaucoup les intentions de vote. Cette prévision des sondages pour Dijon, si elle se concrétise, permettrait à Robert Poujade de quitter après 30 ans son poste de maire en toute tranquillité. Mais dans cette ville au cœur médiéval, les embûches ne manquent pas. Un reportage Thomas Dandois et Dominique Bonnet. Dans la cité des Ducs de Bourgogne, la bataille pour conquérir la mairie s'annonce comme une chronique du XVe siècle. Le décor y est sans doute pour quelque chose, mais les acteurs aussi. Dans le rôle du vieux monarque, Robert Poujade. Après 30 ans de règne sur la ville, le maire RPR tire sa révérence et c'est à demi-mot seulement qu'il désigne son successeur, Jean-François Bazin. Le candidat de la droite fait figure d'héritier rebelle, ses rapports furent souvent houleux avec le maire. Aujourd'hui, au risque de brouiller les pistes, il se présente à la fois comme le candidat du renouveau et de la continuité. J'ai ma propre personnalité, un programme, une équipe qui est fidèle au passé, et les Dijonnais ont tout à fait envie de cette fidélité. Mais c'est aussi une étape nouvelle. Mais l'étape nouvelle, c'est aussi le slogan et l'arme de bataille du candidat de la gauche plurielle, François Rebsamen. Dijon tourne une page avec le départ de son maire. Pour le socialiste, Dijon doit tourner la page mais reste une ville très conservatrice. Il a donc choisi de mener une campagne modérée, la moins politique possible. Moi je connais bien les Dijonnaises et les Dijonnais, ils n'ont pas envie d'une révolution à Dijon. Il faut être à l'image de cette ville, c'est une ville modérée, qui a envie de s'éveiller. Je crois qu'on est dans le ton. En marge de ce duel droite-gauche, d'autres cherchent à faire entendre leur voix. Le mouvement des citoyens réunit ses militants et fait cavalier seul. À l'extrême gauche, Lutte ouvrière et le Parti des travailleurs sont aussi présents. À l'extrême droite, c'est la division. Nadine Gileso du MNR est opposée au Front National. Pour le moment, aucune de ces listes ne dépasse les 5%. En somme, pour conquérir la cité des Ducs, c'est un peu comme dans les intrigues de cour. Il faut savoir cultiver l'ambiguïté, le savoir-faire et le combat, mais feutré.
Dans un instant, nous parlerons de Paris avec le candidat de gauche Bertrand Delanoë, mais auparavant, Laurent Hakim et Aurélie Legrand évoquent les différents programmes des candidats. 4 thèmes font l'essentiel de leur campagne. Demandez le programme. La moindre des choses quand on est candidat, c'est d'en avoir un. Mais les polémiques politiciennes ont tendance à le faire oublier. La sécurité est assurément le mot-clé de cette campagne. Plus de pouvoir de police pour le maire de Paris, tout le monde est d'accord. Mais pas de police municipale pour Bertrand Delanoë, trop cher. Il préfère des agents municipaux pour des missions de proximité. Yves Contasso pense à un détachement de la police nationale au service du maire de Paris. Jean Tibéri s'est finalement converti à la police municipale. Il réclame 5000 fonctionnaires. Quant à Philippe Séguin, il milite pour des commissariats d'arrondissement. Ce que nous souhaitons, c'est que cette police municipale, elle dépende du maire, donc des habitants. Et pour nous, la création d'une police municipale, c'est aussi un acte de démocratie locale. Les transports et l'environnement, tout le monde devient écolo pour un Paris tranquille. Jean Tibéri prône une carte orange pour prendre le taxi. Pour Philippe Séguin, fini les axes rouges et vive les taxis collectifs. Du tramway à gogo pour Yves Contasso et pourquoi pas vider Paris de la moitié de ses voitures. Bertrand Delanoë veut des parkings gratuits pour les voitures électriques et promet de baisser les prix du stationnement. C'est l'instauration d'un stationnement résidentiel à 5 francs par jour et qui a pour objectif que les 44% des ménages parisiens qui ont une voiture, ce qui est peu, ne prennent jamais leur voiture parce qu'ils ont peur d'attraper un PV. Du social, bien sûr, tout le monde en a assez de l'habitat insalubre. Plus de transparence dans l'attribution des logements sociaux, c'est l'engagement d'Yves Contasso. Pour Philippe Séguin, les plus pauvres devront bénéficier d'un minimum bancaire vital. Bertrand Delanoë demande la prise en charge de la moitié de la carte orange des RMistes. Et comme lui, Jean Tibéri s'engage à créer des logements pour les plus démunis. J'espère que nous pourrons au moins réaliser ces 2000 logements par an. Et si l'État participe à un effort supplémentaire, nous pourrons en faire plus. Les enfants au cœur de la campagne. Philippe Séguin pense à aménager les rythmes scolaires, comme à Épinal. Jean Tibéri propose 270 millions pour remettre en état les écoles. Bertrand Delanoë offre 30 millions de plus et veut plancher lui aussi sur l'organisation du temps scolaire. Enfin, Yves Contasso veut plus de qualité dans les assiettes des enfants. Puisqu'on est capable de subventionner le PSG à 50 millions, on doit être capable de faire manger bio à tous les mômes pour 60 millions de francs. Les bagarres dérisoires de la campagne sont commodes, elles éludent le débat de fond et pourtant c'est sur les grandes options des candidats que les Parisiens feront leur choix. Bertrand Delanoë, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons de programme tout de suite. Je vais le programme avec Pierre Chapiral. J'ai cherché désespérément, il n'y a plus le point et la rose. Vous êtes plus socialiste, vous êtes comme tout le monde à Dijon, on se cache. Mais dites donc, Claude Sérillon, je suis le candidat d'un très vaste rassemblement. Et pourquoi les socialistes écraseraient les autres? Il y a d'abord 4 partis de gauche, mais il y a aussi beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent notamment du monde associatif, de la société parisienne et de son envie de se mettre en mouvement. Mais c'est plus une bataille politique, quoi. C'est politique au sens où moi j'aime la politique, c'est-à-dire la gestion d'une ville à partir de l'attente des gens, de leurs insatisfactions et aussi de leurs désirs. Sur votre commentaire sur les programmes, bon, moi j'ai tiré ce programme, ce contrat d'alternance que je propose aux Parisiens à 800 000 exemplaires, de manière à ce que chaque Parisien, y compris ceux qui ne votent pas pour moi, le connaissent complètement. Je joue avec eux, programme sur table, si j'ose dire. Et donc je crois qu'il y avait quelques aspects un petit peu réducteurs, mais on aura l'occasion de... Alors M. Séguin dit que ce soir que vos promesses, justement, votre programme coûterait 32 milliards de francs, 100% d'impôts supplémentaires. Rien que ça. Il faut dire que M. Séguin nous a habitués à un certain sens de l'exagération dans tous les domaines. Non. J'ai promis un certain nombre de mesures nouvelles avec une stabilité des taux de la fiscalité pour les particuliers et pour les entreprises. Mais j'ai aussi proposé, ce que n'a pas relevé M. Séguin, un audit pour évaluer complètement la surface économique et budgétaire de Paris, car Paris c'est un budget de 33 milliards de francs, c'est aussi 19 sociétés d'économie mixte. On nous dit même que nous avons des propriétés je ne sais où en province. Et combien d'employés? 40 000. Je souhaite, ça tout dépend à quoi ils servent. Je souhaite que les Parisiens et les gestionnaires de Paris y voient clair. Et mon but, au-delà de la transparence, c'est de trouver des marges de manœuvre. Il y a effectivement beaucoup à faire. Savez-vous que Paris est la ville de France qui accueille le moins d'enfants de moins de 3 ans. Alors effectivement... On est très en retard sur les crèches à Paris. On est très en retard. Donc moi j'ai proposé 2000 places de crèches sur 6 ans et un fonds de soutien pour les crèches parentales ou associatives pour accueillir 2500 enfants supplémentaires. Mais c'est pas assez. Et ça coûtera des sommes que j'ai évaluées. Simplement, il faut aussi faire des choix.
Je crois qu'il y a des dépenses inutiles, notamment en termes de fonctionnement et de mauvaise gestion de la ville de Paris, et j'entends bien y mettre bon ordre. Un audit, c'est votre version du droit d'inventaire avec éventuellement dépôt de plainte. Vous avez envie de poursuivre le maire qui... Ça n'a strictement rien à voir. Un audit, c'est une visibilité claire de ce que nous sommes, de ce que nous avons, qui est la propriété des Parisiens. Il n'y a pas d'intention judiciaire derrière. Non, mon idée, c'est que ce soit un organisme indépendant qui le fasse après mise en concurrence. Que ce soit rendu public, parce que c'est quand même la moindre des choses que les Parisiens sachent dans quelle sphère économique et budgétaire ils évoluent. Et que cela puisse nous permettre de gérer mieux Paris, car s'il y a vraiment un domaine dans lequel, budgétaire, il faut parler effectivement de sommes astronomiques, c'est la mauvaise gestion de Paris, mais je crois que tous les Parisiens ça ont compris. Alors, il y avait beaucoup de gaspillage. Il faut d'ores et déjà vous appeler Monsieur le maire, certainement si on en croit pas. tous les sondages. Oui, mais ça... Non, parce que vous jouez les modestes. Mais je joue pas comme les moi, modestes. Vous connaissez les sondages. Le Parisien Internet demain, la gauche prend le 1er, 2e arrondissement. Jugement à l'égard des principales personnalités politiques, c'est un sondage Ipsos Libération demain. 53% d'opinion favorable pour vous. On vous donne gagnant très largement. D'abord, Claude Sérillon, mais si vous dites non, c'est parce que vous ne voulez pas démobiliser, quoi. Notamment, mais ce n'est pas la seule raison. D'abord, je ne joue pas les modestes, et là, je ne le suis pas. Quand on est candidat à la mairie de Paris, ce n'est pas un acte de particulière modestie. Deuxièmement, moi je connais bien les Parisiens. Ils sont libres et rebelles. Et quiconque leur dira avant ce qu'ils pensent se trompera. C'est des Parisiens, des acteurs libres, informés, conscients, qui choisiront les 11 et 18 mars ce qu'ils veulent pour leur avenir. Mais... Sur les sondages, pardonnez-moi, il y a certes beaucoup de sondages, à mon avis un peu un matraquage. Celui de Libération ne dit pas cela. Il dit qu'à 53%, les Parisiens estimeraient que je ferai un bon maire. Oui, mais ils disent aussi, attendez, ils disent aussi qu'ils sont satisfaits du travail accompli à l'égard de Jean Tibéry, 54%. Alors, soyons complets. Combien il y en a qui voient Jean Tibéry en bon maire et combien il y en a qui voient Philippe Séguin en bon maire? Bon, d'accord. Les sondages, bon, d'accord. Mais enfin, vous êtes plutôt confiant. Comme vous dites, d'accord. Vous êtes tellement confiant qu'il paraît que vous êtes en train d'organiser votre cabinet, de distribuer des postes. Non. Ça, c'est ce que dit M. Séguin. Et effectivement, il vient d'une culture et il est le candidat des partis de la majorité municipale. Vous n'êtes pas en train d'organiser votre cabinet? Non, je travaille beaucoup sur les premières décisions à prendre. Mais que je vous dise, je suis confiant dans une dynamique et je crois toujours en démocratie à l'incertitude d'un scrutin. Et elle ne me dérange pas, moi. Je ne suis pas, moi, candidat pour dire si vous m'élisez, je reste avec vous, si vous ne m'élisez pas, je pars. Ce n'est pas ma culture politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une hypothèse que je gagne. Donc j'ai le devoir absolu de préparer un certain nombre de décisions, et notamment une très grave. C'est comme cette majorité a refusé de voter le budget pour l'année 2001. Il faut le voter rapidement. D'abord, c'est sans précédent. C'est sans précédent qu'une majorité qui est élue pour voter les budgets ne les vote pas. Elle met la future majorité municipale, quelle qu'elle soit, dans une certaine difficulté. En une semaine, nous devrons élaborer un budget de 33 milliards de francs. Est-ce que je ne serais pas irresponsable de ne pas y travailler maintenant? Oui, je l'assume, j'y travaille maintenant et à d'autres décisions sur les crèches, sur la sécurité. J'entends, si j'étais élu, ce qui n'est qu'une hypothèse, nous mettre au travail immédiatement et je sais sur quoi. Alors, la campagne électorale n'est pas terminée. M. Séguin a dit qu'il était d'accord sur une proposition, d'ailleurs vous aviez faite, d'un débat. Alors, à quelles conditions acceptez-vous ce débat? Mais moi, j'ai aucune condition que nous à organisons poser. sur France 2, bien sûr. Je n'ai aucune condition à poser. J'ai proposé en octobre un débat, j'ai même signé une lettre en réponse à une proposition en novembre. Et en février, M. Séguin accepte après avoir refusé. Il y a quand même un élément nouveau. C'est que messieurs Yves Contasso, candidat des Verts, et le maire sortant, ont dit qu'ils souhaitaient participer à ce débat. Eh bien moi, je trouve que leur demande est légitime. Et donc, je veux vous dire ce soir que ça vous arrange? Pas du tout, vous allez voir. Vous m'avez interrompu, du coup. Non, ça vous arrange. Non. Attendez, vous allez voir. Rien, moi, vous savez, je suis disponible pour tous les débats d'idées. Je trouve la demande de messieurs Contasso et du maire sortant légitime, donc je suis disponible pour ce débat à 4. Je souhaite que M. Séguin réfléchisse encore et je voudrais qu'il change d'avis
et qu'il accepte ce débat à 4, car c'est plus démocratique avant le premier tour et ça prend mieux en compte la diversité des opinions à Paris. Mais si je n'arrivais pas à le faire changer d'avis, et j'y suis arrivé quand même sur un point, et maintenant il accepte le débat, j'accepte évidemment le débat en tête-à-tête. Donc vous voyez que je ne cherche pas ce qui m'arrange. Ce qui m'arrange pas, d'ailleurs je ne sais pas ce qui m'arrange. Ce que je sais, c'est que ce qui arrange les Parisiens, c'est de parler idées, pas homme contre homme. Qu'est-ce que c'est que cette proposition de M. Séguin? Il dit je veux un débat avec M. Delanoë, homme contre homme. Mais moi j'ai rien à lui dire. En tant que personne, c'est des idées que je veux parler, de la vie des Parisiens et de leur avenir. Pour cela, je suis disponible à 4 de préférence, mais à 2 si l'un de nous empêche que ce débat plus équitable à 4 ait lieu. Quelle place ferez-vous aux Verts? Parce qu'ils ont de l'appétit, ils ont envie d'avoir des postes d'adjoints. Comment allez-vous faire de la place sur vos listes actuelles pour que les Verts de M. Contasso vous rejoignent dans une majorité éventuelle? D'abord, j'ai été en permanence ouvert à mes amis verts, car je pense qu'il eût été plus sain et plus utile aux Parisiens qu'on se rassemble dès le premier tour. Nos projets sont très proches, et je crois que c'était mieux que chaque intérêt de parti soit soumis finalement à une dynamique collective pour Paris. Mais je respecte l'intérêt d'un parti qui considère que c'est mieux pour lui à ce moment-là de se présenter séparément au premier tour. À partir du moment où les électeurs vont déterminer notre représentativité, au soir du premier tour, nous tirerons les conclusions de ce que nous auront dit les électeurs et bien entendu, nous constituerons une équipe ensemble. Et les Verts le savent. Je veux constituer une équipe pour qu'on dirige Paris ensemble et je leur ai dit, ils le savent, pour moi, un adjoint vert, ce sera comme un socialiste, comme un communiste à MDC, un radical ou ceux qui n'appartiennent à aucun parti. Car j'ai demandé à des femmes et des hommes qui n'appartiennent à aucun parti de nous rejoindre dans cette dynamique de projet, dans cette dynamique de démocratie de proximité. Je n'ai pas l'intention de les laisser en route si on gagne. Ils joueront un rôle eux aussi. Je vais citer encore M. Séguin, dites-vous, vous serez moins le maire parisien que le porte-parole du gouvernement. En fait, il fait allusion à une sorte d'État PS, la région, la ville, le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hégémonie du PS. Et il sait de quoi il parle quand il parle d'un État colonisé par un parti. Vous avez reproché ça, fut un temps, aux gaullistes et au RPR. Maintenant, est-ce qu'ils ne sont pas en droit de vous le reprocher? Il est très bien placé pour en parler, puisqu'il est le candidat du parti qui a mis la main sur Paris et qui a fait justement l'État RPR à Paris. Et c'est ces partis-là dont il a sollicité la gauche fait la même chose. Mais moi, je crois que, d'abord, la question doit être posée. Le gouvernement de Lionel Jospin, si c'est l'indépendance de la justice, je prends. Car ça, ce n'est pas une culture où un parti domine. La région dirigée par Jean-Paul Huchon, quand c'est les marchés, les appels d'offres des marchés d'Île-de-France qui ne peuvent plus être l'objet de corruption, je prends. Quant à moi, si les Parisiens m'élisent maire de Paris, je serai un maire exigeant, solidaire de mes amis, et eux me connaissent. Ils savent que l'intérêt de Paris passera avant tout. Simplement, je crois qu'il vaut mieux être un maire exigeant, responsable, qui sait passer des compromis, qu'un maire qui se dispute avec tout le monde. Oui, c'est votre victoire. Vous voyez ce que je veux dire? Votre victoire, si victoire il y a, ce sera la victoire de Jospin ou la victoire de Delanoë? Ce ne sera la victoire ni de Jospin ni de Delanoë, et rendez-vous après le second tour, je veux que ce soit la victoire des Parisiens. Oui, c'est une formule générale. Non, on en reparlera après le second tour, Claude Sérillon, si jamais je gagne. Écoutez, ça fait près de 24 ans que je suis élu à Paris. J'ai été minoritaire, j'ai été ensuite majoritaire dans le 18e. Je suis resté fidèle à Paris. Vous savez, que je gagne ou pas, j'aimerais cette ville de la même manière. Je suis disponible avec un projet, des idées, une expérience pour la mettre en mouvement et donner un rôle aux Parisiens pendant ces 6 ans. C'est de cela qu'il s'agit et je vous demande de me rappeler ces propos après une éventuelle victoire, car c'est comme ça que j'ai bien l'intention d'animer Paris pendant 6 ans. J'y manquerai pas. Une petite question d'actualité. Une petite question d'actualité. Vous auriez choisi le nom de votre père ou le nom de votre mère si la loi avait été en vigueur? Comme je les adore tous les deux, j'aurais dit Delanoë Delors. Ah bon, d'accord. Puisque Delors est le nom de jeune fille de ma mère. Merci Bertrand Delanoë. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Liberté, égalité, parité. Les députés ont voté le principe selon lequel les enfants pourraient porter le nom de leur père, de leur mère ou des deux. Application peut-être d'ici l'été 2002. Et puis moins de 48 heures après sa victoire électorale, Ariel Sharon confrontait un premier acte de terrorisme. Une voiture piégée explosée dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem. On a évité de pire, il n'y a qu'un seul blessé.
La météo dans quelques instants avec Patrice Drevet, puis Envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h50 avec Jean-Claude Renaud. Demain à 7h50 dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Marie Le Pen. À 13h, vous trouverez Gérard Rolls et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.